alors moi, je m'appelle Philippe Borges, donc je travaille au sein d'une direction juridique d'un groupe bancaire. Et j'officie en tant que Legal Ops, justement. Et dans ce cadre-là, je voulais intervenir, on m'a proposé d'intervenir, et mon propos ne sera pas de détailler des expérimentations qu'on a mis en place au sein de la direction juridique, mais je vais plutôt aborder la question de façon un peu plus générale. Les questions qu'on se pose aujourd'hui au sein de la direction juridique par rapport à l'intégration de l'IA dans nos processus, les questions qui se posent, les questions de charte, et les questions de perspective, la responsabilité qu'on a aussi à ce titre-là. Mais préalablement, je voulais poser quelques éléments de contexte. On assiste effectivement à une révolution de l'IA depuis quelques années. Pour autant, je ne voudrais surtout pas qu'on confonde IA générative et IA non générative. Voilà. On vit aujourd'hui beaucoup d'IA générative. C'est ça qui a apporté la révolution, et c'est récente. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire de l'IA et du droit, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans minimum, et qui est une histoire de type « je t'aime, moi non plus ». Donc il y a eu beaucoup d'amour, désamour entre l'IA et le droit, compte du fait que des projets... on sentait bien qu'en termes d'IA, en termes de droit, l'IA vraiment avait une capacité à amener des solutions. Pour autant, à un moment donné, un blocage technologique, à un moment donné, un coût trop important en termes d'investissement, métier, je parle, faisait qu'à un moment donné, on arrêtait d'investir, et il y avait un effet déceptif. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, on voit ça du point de vue de l'IA générative. Il n'est pas garanti, il n'est pas encore garanti qu'un cas d'usage modifiant considérablement la fonction, un cas d'usage de type qui confère un avantage évolutif à la fonction juridique, fasse que demain on reste sur la générative, on bascule complètement. Aujourd'hui, on se cherche encore un petit peu. Et le problème, c'est que, pourquoi je parle de cet élément de contexte, c'est que autant avant, lorsqu'on avait une problématique de déceptivité sur une technologie qui ne fonctionnait pas en termes d'IA, ça restait circonscrit à l'environnement des chercheurs. Aujourd'hui, si jamais on devait être déçu par la technologie, l'impact serait beaucoup plus massif que ce qu'on a connu par le passé. Donc, à ce titre-là, bien différencier IA générative et IA en général. C'est pas parce qu'on peut être à un moment donné déçu par telle IA qui ne résonne pas, ou telle IA qui ne connaît pas plus que le mot précédent pour calculer de façon probabiliste le mot suivant, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans ? C'est pas parce qu'on peut à un moment donné être déçu par un résultat que ça doit embarquer, comme ça l'a fait par le passé, toute la technologie IA à la poubelle. Pas du tout. On faisait déjà des choses absolument exceptionnelles il y a 20 ans sur l'IA. Il n'y avait pas d'IA générative, en tout cas. On en faisait sur d'autres types d'IA. Et c'était déjà assez exceptionnel. Et il n'y a pas de raison de jeter... le bébé avec l'eau du bain si jamais on était déçu dans les 5 prochaines années des résultats d'IA générative appliqués au droit. Pour l'instant, on ne l'est pas. Pour l'instant, on a tout un paquet de révolutions qui se font tous les 2 mois. Et à ce titre-là, il y a toutes les raisons de s'attendre à ce que les cas d'usage se développent dans le domaine juridique. Alors, nous, en tant que direction juridique d'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, on cherche des cas d'usage à ce stade-là. On mène des expérimentations, on teste des outils, on développe des outils dans le domaine de la veille, dans le domaine de la traduction, dans le domaine de la reformulation. Le raisonnement, là, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on voit ce qui est proposé par les éditeurs. Mais à ce stade-là, on n'a pas encore identifié le cas d'usage qui va transformer le métier. Pas encore, ça. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore. On cherche encore. Alors, à quoi ça nous amène ? En tant que DJ, comme je disais, on se cherche. On n'a pas identifié le cas d'usage qui va transformer,
mais on repère quand même qu'on a une certaine responsabilité compte tenu des budgets qu'on met en place, compte tenu du nombre de personnes qu'on est. Et à ce titre-là, on peut quand même impulser des évolutions et demander aussi aux éditeurs de participer à ces évolutions en leur traduisant quels sont les besoins qu'on perçoit pour nous. Par exemple, un des cas d'usage que l'on veut mettre en place, je vais venir juste après. Je vais après sur les cas d'usage qu'on souhaite mettre en place. Juste avant, en termes de responsabilité, on a bien identifié que nous, on a un besoin le besoin immédiat qu'on a en direction juridique, c'est de mettre en place des chartes éthiques. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on a mis en place une charte éthique qui nous permet justement d'encadrer l'usage de l'IA à l'aune de l'utilisation que l'on veut en faire, parce qu'évidemment ça pose tout un tas de questions que l'on a déjà discuté par le passé, je pense ici notamment, en termes d'éthique, en termes de RH, effectivement, il y a un gros sujet RH. On a encore appris il y a quelques jours qu'une banque asiatique envisageait de fermer 4000 postes. Bon, je n'ai pas compris que c'était que des juristes, loin de là, mais en tout cas, on envisageait de fermer 4000 postes pour, compte tenu du remplacement programmé par de l'IA. Donc, on n'en est pas là, heureusement, mais effectivement, ça interroge, ça pose des questions. On a aussi des questions, je dirais, environnementales, RSE, qui se posent. Si on cherche un petit peu, je crois qu'un site ministériel nous indique que la question posée à ChatGPT, c'est 10 watts. Si on en pose 10 par jour et qu'on est 100 en direction, 1000 entreprises, 100 000 dans le groupe, à un moment donné, l'impact carbone est notable. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais j'ai découvert qu'en fait, pareil sur le même site ministériel, le fait de générer une image par IA est l'équivalent de recharger son smartphone. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Quand je pense à tout ce que j'ai pu générer comme image inutile, voilà. Donc, en tout cas, ça pose vraiment question. Ça pose question, et je pense qu'à un moment donné, si à cela on ajoute la question de l'agentification qui a l'air d'arriver, donc si on a coutume de dire aujourd'hui que pour chaque juriste, une IA équivaut quelque part à un assistant hyper rapide qu'il faut bien sûr superviser, mais qui est hyper efficace, bien contrôlé, si demain chaque juriste a son IA, son 16 agents, une dizaine d'agents par IA, à un moment donné l'impact sera tel que il faut quand même se poser la question de savoir si un concept comme la surpopulation numérique ne peut pas devenir un concept utile à travailler dans les prochaines années, parce qu'il y aura un impact clair. Et si, de toute façon, aujourd'hui, les ChatGPT et compagnie ne sont bien sûr pas aussi optimaux qu'un cerveau humain en termes de qualité évidemment, mais également de consommation énergétique. La question est prégnante, et une généralisation absolue de l'IA pourrait se heurter à ces problèmes-là, je pense. Donc, en tant que DJ, on se pose ces questions-là, on les inscrit dans une charte éthique, on se positionne par rapport à ça, et on essaie de faire en sorte d'avancer de façon à la fois prudente, mais volontaire, tout en respectant les contraintes qu'on veut aussi se poser en termes d'utilisation, en termes d'éthique, de questions RH et de questions environnementales. Une fois ceci dit, il me reste simplement quelques minutes pour pouvoir aborder une ou deux expérimentations soit qu'on mène, soit qu'on voudrait mener. Pour être très concret, si je voulais chercher un cas d'usage chez nous, pas que chez nous je pense, qui n'impacte pas la RH parce que personne ne le fait chez nous, en général personne ne le fait. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les boîtes informatiques en général, il y a toujours quand on a une boîte informatique, notre patrimoine, c'est le code informatique. Donc on a du code, et ce code, il subit les évolutions technologiques. Ou plutôt, il ne les subit pas, il devrait les subir. Soit il reste tel quel, et à ce moment-là, le patrimoine descend, soit se perd en valeur, soit on consacre régulièrement un certain temps à refactorer le code pour lui permettre de garder sa qualité, sa valeur, et de passer les révolutions technologiques. Bon, une partie du patrimoine du direction juridique, ce sont les données. Ce sont les données dont on dispose. Et ces données,
un peu comme dans certaines boîtes informatiques. Parfois, on n'est pas on n'est pas complètement sérieux sur ce point-là. On ne réserve pas. On laisse l'informaticien travailler un maximum sur le nouveau produit à sortir. Par contre, le refactoring de code, c'est quelque chose qui est plutôt mis de côté. Enfin, sont mis de côté. Dans la direction juridique, je me suis aperçu qu'on laissait aussi un peu de côté le maintien en qualité des données dont on dispose. Pourtant, c'est notre oil, comme le disait Tony. Et je pense que là-dessus, des IA pourraient nous permettre, de façon très efficace, d'analyser un set de données et de nous faire un résultat nous faire une analyse qui nous permettrait de savoir quelle donnée doit être mise à jour, laquelle est obsolète, laquelle est encore correcte. C'est une expérimentation qu'on veut mener, donc j'ai demandé déjà à plusieurs éditeurs de travailler sur le sujet pour tester des fonctionnalités. C'est quelque chose vers lequel on veut aller parce que pour le coup, moi, l'idée qu'un juriste responsable d'un périmètre de données puisse consacrer 1 heure par semaine, quand il le décide, il rentre dans son IA, l'IA qui a analysé son périmètre de contrat par exemple, et l'IA qui lui dise sur tout ton périmètre de contrat, je me suis aperçu que sur 80% j'ai rien détecté, 20% j'ai l'impression qu'il y a tel problème sur tel champ. Et à ce moment-là, l'IA propose des corrections en fonction des données disponibles, des contrats ingérés dans les applications et même d'évolution législative. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait être vraiment intéressant à mettre en place et j'espère qu'on pourra le tester bientôt, donc à via aux éditeurs. Et le tout dernier point que je voulais aborder, c'était d'une façon générale, les IA sont hyper efficaces pour détecter des données hyper cachées dans des sets énormes. De la même façon qu'on arrive à détecter des signaux astronomiques dans des sets de données qui sont très anciens. Si jamais on alimente une IA avec suffisamment de données, suffisamment de données juridiques, je pense que des erreurs, des incohérences, des lacunes et peut-être même des inflexions, des tendances évolutives pourraient être détectées par des IA. Donc ça, c'est un projet qu'on a, c'est une réflexion qu'on a à ce stade. Et sinon, si je pourrais... il n'y a pas vraiment de conclusion à avoir. Voilà. Avec l'IA et le droit, on est dans l'introduction depuis 40 ans, donc au pire, on arrive à la première partie du sujet.